Alors, donc, on a vu donc la dernière fois, voilà, c'est comme je disais tantôt, on a introduit, en général, on a introduit la technologie XML en disant c'était quoi une balise, etc. Alors, maintenant, toujours dans la partie présentation, donc on en est au diapo 12. Donc, je rappelle que le document, en tout cas, la première partie du support a été partagée au niveau du Classroom. Vous avez la possibilité de le télécharger et éventuellement, au fur et à mesure, on déposera d'autres ressources telles que des TD pour vous permettre de pouvoir mieux vous approprier les concepts que l'on développe dans le cours. Alors, donc, on dit ici que pour comprendre un document XML, il est nécessaire de disposer d'un répertoire de balises utilisées dans ce document ainsi que d'une grammaire décrivant la structuration des balises entre elles. Ça, je pense que c'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup anticipé parce que, si vous vous rappelez très bien, j'avais dit que avec la technologie XML, nous avons la latitude, la possibilité de créer nos propres balises. Et j'avais donné l'exemple d'un concepteur de système d'information qui, devant un cahier de charges, devrait, par exemple, ou doit mettre en place un schéma de base de données. C'est vrai, bon, en général, on se base sur le descriptif qui a été fait au niveau du cahier de charges pour mettre en place notre propre système d'information. Et la première étape, c'était, par exemple, le modèle conceptuel de données. Et quand vous définissez votre modèle conceptuel de données, par exemple, vous sortez l'ensemble des entités de votre système. Pour chaque entité, vous sortez ses descriptions. Et à la fin, vous essayez de trouver, n'est-ce pas, des différentes relations qui devraient exister entre les différentes entités. Ici, c'est exactement la même chose. Parce que là-bas, quand vous le faites, c'est vous-même qui créez ou définissez des noms pour vos entités et les caractéristiques, c'est-à-dire les attributs de vos entités. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre en place un ensemble de mots qui vous permettront après de pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir décrire toutes les informations que vous aurez sur votre système d'information. Ici, c'est exactement la même chose. Quand on dit qu'on doit impérativement avoir à notre disposition un répertoire de balises, ça veut dire que dans un sac, si vous voulez, entre guillemets, dans un sac, il faudra déposer un ensemble de mots, une balise. Donc, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Inférieur, supérieur et fermé par ça. Donc maintenant, pour nous, pour pouvoir y arriver, ça veut dire que puisqu'on a la latitude de définir nous-mêmes nos propres balises, il faut qu'on cherche des noms, c'est-à-dire on cherche des balises. Par exemple, on peut tous donner comme ça un exemple. Les gens qui ont mis en place HTML, ils se sont d'abord intéressés au nom des balises qui seront utilisées par les développeurs pour, par exemple, mettre en place une page web. Donc, ils ont dit la balise HTML, la balise body, la balise head, la balise BG-color, etc., etc. Donc, nous, c'est exactement la même chose. Donc, on doit d'abord chercher un ensemble de balises. Maintenant, si on termine, par exemple, si on dit, pour pouvoir décrire le comportement d'un étudiant dans mon système d'information, j'aurai besoin d'une balise qui s'appelle étudiant, j'aurai besoin d'une balise qui s'appelle nom pour décrire le nom de l'étudiant, d'une balise prénom, d'une balise, etc. L'ensemble de ces balises seront mis dans un panier. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Parce que si on laisse comme ça, c'est comme j'ai l'habitude de dire, il ne suffit pas d'avoir un ensemble de mots pour pouvoir mettre en place une phrase. Ici, pour pouvoir construire une phrase, c'est-à-dire construire un document intelligible au niveau des gens, il faut impérativement définir une grammaire, c'est-à-dire une règle ou bien un ensemble de règles que respecteraient les différents mots que vous avez à l'intérieur de votre sac pour pouvoir, en tout cas, assurer que vous puissiez vous comprendre entre deux. Un exemple très simple, quand vous prenez des mots, quand vous prenez la langue française qu'on est en train d'utiliser pour faire ce cours-là, vous avez un ensemble de mots qui sont définis dans un dictionnaire. Voilà, le dictionnaire Larousse, etc. Mais si, par exemple, on s'était contenté à mettre en place dans un dictionnaire des mots simplement, et même en allant jusqu'à définir chaque mot, on ne serait pas capable aujourd'hui, peut-être, en tout cas, de construire des phrases et nous comprendre. Donc, il fallait que, par exemple, que des spécialistes ou des grammairiens, si vous voulez,
mettre en place un ensemble de règles pour que lorsqu'une personne parle, qu'on soit d'accord que ce qu'il dit, ça signifie ça. Et que la règle voudrait que, par exemple, terre à terre, qu'il fasse sujet, verbe, complément. Donc là, vous êtes en train de définir les règles. Donc, les mots, simplement, n'ont pas suffi pour mettre en place la langue, la technologie. Il faut, en plus des mots, des règles d'utilisation de ces mots. Ici, c'est exactement la même chose pour nous. Il nous faut des balises parce qu'on nous a donné la latitude de créer nos propres balises. Quand nous mettons en place une base de données XML ou lorsque nous développons notre propre technologie. Mais il ne suffit pas de dire voici mes balises ou bien voici mes noms de balises, mais il faut définir aussi une règle que respecterait ou que devrait respecter vos balises que vous avez identifiées pour que ce que vous êtes en train de dire ou lorsque vous recevez un document, que ce document-là soit intelligible à votre niveau. Donc, le répertoire de balises, il faut en avoir, mais ça ne suffit pas. En plus du répertoire de balises que vous avez mis en place, il vous faut définir des règles que respecteraient l'ensemble de ces balises-là pour que votre document soit acceptable, n'est-ce pas, par les différents participants. Donc maintenant, on nous dit ici que ces documents indispensables à la compréhension métier du fichier XML sont ce qu'on appelle les DTD, donc les Data Definition Language ou le XML Schema. Je l'avais dit dans le chapitre, en tout cas dans la présentation, en disant que les DTD et les XML Schema, entre guillemets, représentent pour la technologie XML ce que les DDL représentent pour le langage SQL. Parce qu'avec le langage SQL, si vous prenez les DDL, ça vous permet, entre guillemets, de pouvoir définir votre schéma. C'est-à-dire quand vous mettez l'ordre create table, vous mettez create table étudiant, entre parenthèses, vous êtes en train de dire je crée une table étudiant, et entre parenthèses, vous mettez identifiant de type tel, vous êtes en train de dire quels sont les composants ou les caractéristiques de l'étudiant. Primary key, voilà, le nom de type varchar, etc., etc. Là, vous êtes en train de définir comment est-ce qu'une table, en tout cas qu'une entité ou un enregistrement qui serait mis dans votre table étudiant devrait avoir, n'est-ce pas, le comportement que devrait avoir cet enregistrement pour être accepté par votre système d'information. Ça, c'est vos DDL. Ici, pour nous, en XML, on verra que c'est avec la technologie DTD ou bien la technologie XML Schema que l'on imposera une façon de faire ou, en tout cas, que l'on imposera aux gens ou aux applications qui utilisent notre base de données XML de pouvoir, ou en tout cas à la technologie que vous avez mis en place, de pouvoir dire, écoutez, ce que vous me renvoyez là, ou le document qui prétend être un document qui est conforme à ce que j'ai défini comme règle est correct ou n'est pas correct. C'est la raison pour laquelle ces deux technologies, par exemple, vont être utilisées pour nous prononcer sur la validité ou pas d'un document XML. Parce qu'on va voir dans la suite qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un document XML valide d'un document XML bien formé. C'est tout à fait différent. Donc, maintenant, on nous dit XML est souvent défini comme un langage de balisage sémantique. Sémantique dans la mesure où l'ensemble des balises que l'on crée, que l'on met en place pour décrire nos informations, alors devrait avoir un sens. Et ce sens-là, c'est à nous de les mettre en œuvre. Alors, un document XML, donc, les documents XML sont destinés essentiellement à être traités par des processeurs ou bien par des programmes informatiques appelés processeurs XML. Ça, il faut être très clair. Parce que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai montré juste un exemple de document XML. Vous convenez avec moi que ce document à l'état brut ne doit pas être exploité par un être humain. Non. Parce que c'est un fichier texte qui peut contenir des centaines de milliers d'enregistrements. En général, on utilise des processeurs, c'est-à-dire c'est des programmes informatiques qui sont mis en place pour pouvoir exploiter nos documents XML. Mais en général, le document XML, on ne l'utilise pas manuellement, c'est-à-dire on ne va pas mettre en place une base de données XML et après nous dire que si je recherche une information X, j'ouvre de manière manuelle mon document pour pouvoir chercher tel. Non. Voilà. En général, c'est des parseurs que l'on utilise pour pouvoir, n'est-ce pas, exploiter les documents XML que l'on utilise. Alors, les documents XML donc doivent être facilement lisibles par l'homme. Ça, c'est ce qui aide à faire en sorte que ça soit lisible, mais pas dans le but de l'exploiter, c'est simplement faire en sorte que lorsque vous mettez en place votre base de données XML, que, par exemple, les informations soient bien indentées. Que celui qui regarde le document, avec un coup d'œil, puisse savoir que, par exemple, la balise nom de étudiant est imbriquée à l'intérieur, c'est-à-dire caractérise un étudiant. Donc, il faut le glisser à l'intérieur, en tout cas, présenter le document de telle sorte que quand une personne a devant lui votre document, qu'il puisse très facilement se retrouver. Alors, j'ai dit tantôt
qu'il faut faire la différence entre un document XML valide d'un document XML bien formé. Ça arrive. Donc, on nous dit ici qu'un document XML doit être obligatoirement bien formé. Ça, c'est une obligation. Par exemple, en HTML, ce n'est pas le cas. En HTML, vous pouvez vous permettre des fois d'ouvrir des balises, mais vous ne les fermez pas. Pourtant, quand vous utilisez votre navigateur, vous ouvrez votre document HTML, il ne génère aucune erreur. Ici, ce n'est pas ça. Avec XML, votre document doit être bien formé. Et quand on dit un document est bien formé, alors le document obéit aux règles qui sont édictées ici, en tout cas qui sont listées ici. C'est-à-dire, chaque élément doit avoir une balise de début et une balise de fin correspondante. Ici, quand je dis chaque élément doit avoir une balise, bon, c'est une répétition, mais élément pour moi, c'est balise. C'est-à-dire que quand je considère une balise étudiant, ou une balise nom, ou une balise prénom, etc., si je considère que, en tout cas, dès que je crée une balise qui a pour nom X, impérativement dans ce même document, il faut qu'il y ait une balise X fermeture. Et je vous avais montré la dernière fois, voilà, ici, que voici par exemple comment est-ce qu'on met en place une balise d'ouverture et sa balise de fermeture correspondante, elle est là. Donc, il y a juste le slash qu'il faudra ajouter. Donc, si vous avez dans votre document XML une balise qui s'appelle non-balise, collée, bon, j'avais dit, il ne faut pas mettre d'espace. Si vous avez une balise qui s'appelle non-balise, il faut impérativement une balise qui s'appelle non-balise fermante. Sinon, votre document n'est pas bien formé. Donc, ça, c'est la première règle qu'il faudra respecter pour que votre document XML soit bien formé. Deuxième point, c'est là, la balise ou bien les balises doivent être correctement imbriquées entre elles. Vous ne pouvez pas, par exemple, dans un document XML, avoir une balise XML, des balises XML mal imbriquées. Autrement dit, je ne peux pas avoir, par exemple, une balise étudiant ouverte, avoir sa balise de fermeture correspondante, et entre les deux, que j'ai une balise qui n'a pas été, en tout cas, je vous donne un exemple très simple. Bon, je partage l'écran, la totalité, c'est plus simple. Alors, là, je vous donne un exemple. Par exemple, si je dis que j'ai ici une balise étudiant, et une balise étudiant du moins, de fermeture correspondante, entre les deux, par exemple, je ne peux pas avoir ça. Par exemple, j'ai une balise non, et après, avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est une mauvaise imbrication. La bonne imbrication serait ça. Ça, c'est une bonne imbrication. La balise étudiant a été ouverte ici, fermée ici. La balise non, là et là. Mais je ne peux pas avoir une balise, par exemple, étudiant, ouverte, avoir sa balise de fermeture correspondante et entre les deux, que j'ai une balise qui n'a pas été fermée en interne. Ce n'est pas possible. Donc, vos balises doivent être correctement imbriquées. Et comme j'ai dit le premier point, chaque balise d'ouverture doit avoir une balise de fermeture correspondante. Donc, la balise étudiant, ouverture, sa balise de fermeture correspondante. La balise non, ouverture, sa balise de fermeture correspondante. Parfait. Le troisième point, on nous dit tout document XML doit avoir un et un seul élément racine. C'est l'élément qui contient tous les autres éléments. Donc, vous ne pouvez pas avoir, parce que des fois c'est des erreurs, surtout quand vous tentez des fois de transformer un système d'information, c'est-à-dire des fois quand vous tentez de transformer un modèle conceptuel de données ou un modèle physique de données, vous tentez par exemple, vous prenez par exemple, à supposer que vous ayez une table étudiant et une table classe. Je simplifie. Vous avez une table étudiant et une table classe. Quand vous avez une table étudiant et une table classe,
Alors, à supposer que vous avez ça. Donc, classe, oui, est caractérisé par, bon, ID class, on va dire, le nom de la classe. Voilà, nom classe, par exemple. Bon, je vais simplifier. Vous avez étudiant, je donne un exemple très simple. Hein. Vous avez, par exemple, identifiant. Vous avez nom. Vous avez prénom. Par exemple, ça. Si j'ai quelque chose comme ça et qu'on me demande, ça c'est par exemple ma base de données. On me demande par exemple à partir de ça de mettre en place, comment ça s'appelle, un document XML qui aurait le même comportement que ce document-là. Alors, j'aurais tendance à peut-être faire quelque chose comme ça. Voilà. J'aurais tendance à faire ça. Alors, et là, c'est ID class. Donc, je remplace ici ID class. J'aurais tendance à faire ça. Ensuite, bon, si vous voulez, attention, CTRL Z. Ah, j'aurais tendance à faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est pour la classe. Et pour l'étudiant, peut-être que j'aurais tendance à faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et là, je répète la même chose. Voilà, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc, pour un étudiant X, bon, l'identifiant numéro 10, son nom, c'est Diop, son prénom, c'est Fatou. Voilà. Ça, c'est le premier étudiant de ma base de données. Bon, les classes qui sont enregistrées dans ma base de données, bon, c'est la classe qui a pour identifiant, par exemple, je ne sais pas moi, voilà, bon, 90, et le nom, c'est Master 1, par exemple. Bon, Master 1 Info. Ça, c'est le nom de ma classe. Par exemple, bon, je peux en avoir autant que je veux. Voilà, si vous voulez. Master 1 informatique. Bon, je veux que le document, voilà, je fais juste comme ça, voilà. Là, j'ai tendance à faire comme ça. Si j'ai n tuples, c'est-à-dire si j'ai n enregistrements étudiants à l'intérieur de la table étudiant, chaque tuple, c'est-à-dire chaque enregistrement étudiant doit être présenté de cette façon. C'est-à-dire que je dois dupliquer autant de fois que besoin ce bloc-là qu'il y a d'étudiants au niveau du système d'information de cette base de données-là. Ce serait aussi valable pour la classe. J'aurai autant de tuples classes comme ça qu'il y a des classes à l'intérieur de ce système d'information. Maintenant, il ne faut pas vous dire que quand vous aurez fait ça, c'est fini, non. Faites attention ici, par exemple, là, si j'avais terminé de mettre n étudiants, n blocs d'étudiants avec n blocs de classe, ça ne suffit pas. Il faut créer une balise qui regrouperait l'ensemble de ces informations-là. Et par exemple, je peux créer ici ma base, une balise qui s'appelle ma base, voilà, qui serait la balise principale, c'est-à-dire la balise qui va contenir l'ensemble des informations de mon système d'information. Et donc, voilà, comme ça, j'ai au moins, voilà, bon, je vais mettre ici 3 points, voilà, comme ça. Là, de cette façon-là, en tout cas, j'ai au moins la certitude que ce que j'ai comme information est très correct. Voilà. Ça peut ressembler, par exemple, à quelque chose qui est correct en termes, n'est-ce pas, de base de données XML, en tout cas, qui a été obtenu à partir d'une autre base. Mais je ne suis pas toujours obligé de partir d'un système. J'ai l'habitude de partir des exemples comme ça parce que simplement, c'est des choses que vous assimilez, que vous connaissez parfaitement bien. C'est la raison pour laquelle j'adore partir de ces exemples-là pour vous permettre de mieux appréhender ce qu'on est en train de faire. Donc, comme on a dit tantôt, toute balise d'ouverture doit avoir une balise de fermeture correspondante. Ici, vous avez vu, toutes nos balises ont des balises de fermeture. Ça, c'était
La première chose. La deuxième chose, on a dit, toutes les balises, un document XML doit avoir une balise principale, c'est-à-dire une balise racine, qui serait la balise qui va contenir l'ensemble des autres balises. Voilà. Alors, et les balises doivent être bien imbriquées. Vous avez vu comment on a fait pour que ça soit bien imbriqué. Alors, on nous dit aussi que les valeurs associées aux attributs doivent être encadrées par un délimiteur. Bon, quand on dit, comment ça s'appelle, les valeurs des attributs, je pouvais, par exemple, comme j'ai dit la dernière fois, ici, je pouvais prendre la décision de faire d'identifiant. C'est possible, on y reviendra, hein, c'est un choix. Par exemple, je pouvais faire le choix de faire d'identifiant, non pas, comment ça s'appelle, non pas un élément, mais un attribut. Dans ce cas, par exemple, j'aurais quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, étudiant. Voilà, l'étudiant, là, bon, je le mets en vert. Voilà, ça, c'est un attribut de l'étudiant. Ce qui est en orange. Voilà, c'est un peu, c'est pas bien fait. Voilà. L'élément étudiant, ici, ça, c'est l'élément ou la balise. Ça, c'est un attribut de cet élément. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément ou bien balise. Hein. J'avais dit, c'est la même chose pour moi. Élément et balise. Donc, ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément, etc. Par contre, ça, c'est un attribut. Un attribut est contenu à l'intérieur d'un élément. Maintenant, les valeurs, ici, cela veut dire que 10 là, c'est la valeur de l'identifiant. Ce n'est pas la valeur de l'étudiant. C'est la valeur de l'identifiant. Donc, 10, c'est la valeur de cet identifiant. Maintenant, on vous dit la règle pour que le document soit bien formé. Il faut que les valeurs des attributs, ici le 10, soient mis entre double quotes. Bon, si vous avez les double quotes sur votre machine, il faut directement appuyer dessus. Moi, j'ai appuyé 2 fois sur les quotes simples. Mais c'est les double quotes qu'il faut utiliser. Voilà. Donc, ça aussi, il faut que votre document vérifie cette condition. Sinon, votre document n'est pas bien formé. Alors, toujours dans le fait qu'un document soit bien formé par opposition à un document valide, alors, les noms des balises doivent commencer, on dit ici, que les noms des balises doivent commencer par une lettre ou un tiret. Voilà. Les noms des balises ne peuvent pas commencer, donc doivent commencer soit par une lettre ou bien un tiret. Les autres caractères peuvent être des chiffres, des lettres, etc. Mais vous ne pouvez pas commencer. Par exemple, quand vous définissez un nom de balise, il ne faut pas commencer, par exemple, par un chiffre. Non, non, non. Il faut commencer par une lettre ou bien par un underscore. Et les noms des balises ne doivent pas commencer par un XML aussi. Vous ne pouvez pas dire, je vais mettre en place une balise qui s'appelle XML étudiant, ou XML Youssou, ou XML Moussa. Non. Il ne faut pas que vos noms de balises commencent par XML. Sinon, votre document n'est pas bien formé. L'autre chose aussi, on l'a mis en rouge, en nota bene ou attention, XML est sensible à la casse. Autrement dit, quand vous écrivez une balise, par exemple, quand vous écrivez une balise, la balise classe, elle est là. Si vous fermez la balise classe en faisant comme ça, c'est pas bon. Parce que cette balise classe-là, elle est différente de cette balise classe. XML est sensible à la casse. Donc, le C minuscule et le C majuscule sont différents. Pour XML, XML tient rigueur de ça. Donc, il faut faire très attention avec ça. Il faut écrire de la même façon la balise d'ouverture et sa balise de fermeture correspondante. Sinon, le fait que XML soit sensible à la casse fera que votre document ne sera pas acceptable. Donc, voilà, de manière très simple, donc résumé, ce qui ferait qu'un document XML soit bien formé. Bien formé. Donc, par opposition à valide. On verra c'est quoi un document XML valide. Parce que je vous ai dit en introduction tantôt que la validité, par exemple, si on parle de valide, ce sera valide par rapport à quelque chose. On ne peut pas se lever et dire que cette chose-là, elle est valide. Non, on dit qu'elle est valide par rapport à des règles qui sont préétablies. Or, ces règles-là, on les verra, par exemple, dans la partie sur le XML schéma et les DTD.
Mais pour le moment, on parle de bien formé. Donc, c'est véritablement ce qu'il faut, ce qui ne peut pas manquer pour que votre document soit acceptable, soit bien formé. Alors, est-ce qu'il y a des... Allô? Oui, il y a quelqu'un qui a dit allô, oui? Non, je voulais juste vous signaler que votre voix venait à ralentir en fait, quoi. Ah, excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui appelait sur mon téléphone et aujourd'hui, j'utilise le téléphone. Bon, c'était ça. D'accord. Ouais. On peut avancer? Alors, très bien. Donc, le principe du langage. Bon. Alors, le processeur XML sont des programmes. Donc, quand on dit un processeur XML, en général, c'est n'importe quel type d'application qui est capable de parser un document XML. C'est-à-dire de voir, de vérifier, d'exploiter, etc., un document XML. Donc, les processeurs XML sont des programmes permettant de vérifier que les documents XML sont bien formés. Votre navigateur, c'est un processeur XML. La plupart des navigateurs qui sont à jour sont des processeurs XML. Parce qu'ils sont capables de vous dire si oui ou non votre document XML. En demandant à l'afficher, il peut vous générer des erreurs pour certains. Donc, ce processeur-là ou ces processeurs traitent le contenu des éléments de manière déterministe. C'est-à-dire, on parle ici d'analyse syntaxique. C'est-à-dire qu'ils analysent de manière en tout cas, bon, on va regarder tout de suite l'algorithme, mais étape par étape, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de règles pour se prononcer sur le fait que le document que vous lui transmettez, il est valide ou il n'est pas valide, ou il n'est pas bien formé. Il est bien formé ou pas. Alors, comment le processeur fonctionne maintenant? Quand je dis un processeur, c'est n'importe quelle application que vous utiliserez pour voir est-ce que votre document XML est valide ou est bien formé ou pas. Donc, qu'est-ce que le processeur fait? Le processeur dit, à la rencontre d'une balise de début, entrer dans l'état de traitement de cette balise. Alors, entrer dans l'état de traitement, ça veut dire que, bon, pour dire simple, je peux simplement dire, à la rencontre d'une balise de début, je peux sous-entendre par entrer dans l'état de traitement. Par exemple, je dis clignoter en vert. Et donc, maintenant, à la rencontre de la balise de fermeture correspondant à cette balise de fermeture-là, à cette balise de début-là, à cette balise d'ouverture de début, alors, par exemple, la clignotant rouge verte que vous aviez doit revenir. En tout cas, il ne faut plus clignoter. C'est-à-dire, si initialement, si on prend juste un exemple de voiture, normalement, vous ne clignotez pas. À supposer que vous avez plusieurs façons de clignoter, vert, jaune, rouge, etc. Je peux dire, quand je rencontre une première balise, par exemple, dans l'exemple du fichier que j'étais en train de vous donner, si je rencontre la balise ma base, alors démarrer le signal vert. Maintenant, le signal vert sera coupé que si je rencontre la balise base fermeture correspondante à la balise base d'ouverture qui avait activé le signal vert. Alors, ça c'est la première chose. Donc, à la rencontre d'une balise de début, entrer dans l'état de traitement. Donc, vous voyez ici de manière simple pour le moment qu'un état de traitement, c'est un état que j'ai créé comme ça. Voilà, il y a eu un signal vert. Maintenant, on nous dit, à la rencontre de la balise de fin correspondante, donc à la balise de fin correspondante à cette balise de début, alors sortir de cet état et revenir à l'état précédent. Si bien sûr, il y a un état précédent. Donc, ça veut dire que quand il rencontre la balise de début, il se met dans un état de cette balise. Et cet état-là demeure jusqu'à ce qu'elle rencontre la balise de fermeture correspondant à cette balise de début. Maintenant, on nous dit, s'il n'y a pas de précédent, alors on vient de quitter l'état de traitement de l'élément racine, parce que l'élément racine, il n'y a pas quelque chose qui le précède. Quand vous commencez à parser votre document, vous commencez par l'élément racine. Donc, si je rencontre la balise de fermeture
d'ouverture de l'élément racine. Le parseur parcourt tout le document jusqu'à rencontrer la balise de fermeture correspondant à la balise d'ouverture de l'élément racine. C'est parce qu'il n'y a aucun problème. Alors, en ce moment-là, on dit, s'il n'y a pas de précédent, parce que la balise de début n'a pas de précédent, alors on a rencontré la balise de fermeture correspondant à la balise racine, et par conséquent, notre document est bien formé. Maintenant on dit, si une balise de fin ne correspond pas à l'état en cours, alors le document n'est pas valide. Regardez. Par exemple, si je prends ce cas-là, ici, à supposer que mon parseur commence ici, il rencontre la balise d'ouverture, ma base. Oui. Monsieur, ce que vous dites, il y a des coupures. Vous pouvez monter un peu. Allez, je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter? Alors, vous pouvez répéter, je n'ai pas bien entendu. Alors, elle dit que... Elle parlait de... Il y a des coupures, je ne me suis pas rendu compte. C'est sa connexion, quoi. Mais vous n'avez pas de coupure, moi, je n'ai pas de coupure. Bon, peut-être que c'est ta connexion, mais je répète. Je dis, le parseur, pour se prononcer sur le fait que le document soit bien formé ou pas, utilise l'algorithme que j'étais en train de décrire. C'est-à-dire, quand je rencontre une balise d'ouverture, je rentre dans un état. Maintenant, quand je rencontre sa balise de fermeture correspondante, je sors de cet état pour revenir à un état précédent. Bon, quand je commence à parser ce document, la balise d'ouverture, la balise de début, c'est ma base. C'est la première des balises, donc il n'y a pas un état précédent. Aucun état ne le précède, c'est-à-dire aucune balise ne précède ma balise racine. Si mon parseur parvient à arriver au niveau de la balise de fermeture correspondante, alors, il sort de cette balise parce qu'il n'y a aucun état précédent quand il arrive ici. C'est parce que mon document est bien formé. Mais maintenant, si la balise, si par exemple la balise n'est pas bien formée, je donne juste un exemple. Ici, par exemple, je considère que à la sortie à la rencontre de la balise ma base, je suis dans l'état jaune, par exemple. Bon, je dis, la balise ma base crée un état jaune, par exemple. Ça veut dire que le jaune sera désactivé si je rencontre ma base fermante. Maintenant, le parseur, il est là, il rentre, et maintenant, il arrive sur la balise étudiant. Si je suppose que la balise étudiant, son état, c'est rouge, par exemple, excusez-moi, c'est rouge, alors, à partir de là, je suis rouge. À partir de là, je suis rouge, si je suis là. Maintenant, si la balise non déclenche un état orange, ça veut dire qu'actuellement, le clignotant est orange. Si la balise prénom déclenche un état vert, à partir de là, je suis à l'état vert. Maintenant, quand le parseur, il parcourt, ici c'est vert, et il rencontre automatiquement une balise de fermeture correspondant à la balise prénom. Donc, l'algorithme dit, si c'est le cas, alors quitter cet état, c'est-à-dire quitter l'état vert, donc je vais supprimer l'état vert, et revenir à l'état précédent. Donc, on revient à l'état orange. Donc, ici, quand il arrivera ici, il a quitté l'état vert pour venir à l'état orange. Rigoureusement, par exemple, j'avais activé ici la balise, l'état jaune. Après, j'ai activé l'état rouge. Ensuite, j'ai activé l'état orange. Normalement, quand je suis arrivé ici, l'état orange aussi a été désactivé et je suis revenu à l'état rouge, c'est-à-dire l'état précédent. Maintenant, j'ai avancé. Tantôt, je vous ai donné un exemple, l'état vert, je pense, pour prénom. Il a rencontré la balise de fermeture, il a quitté cet état et il revient à l'état précédent. L'état précédent, c'est cette balise-là. Donc, c'est la balise étudiante, donc l'état rouge. Maintenant, il avance, il rencontre cette balise, c'est la balise de fermeture correspondant à l'état rouge. Donc, il va quitter cet état et revenir à l'état
précédent. Si je suppose que mon document n'avait que cette partie-là, parce que ça va être long, je vais m'arrêter là. Si je suppose que mon document n'avait que cette partie, alors, normalement, quand je quitte l'état, j'ai quitté l'état jaune pour revenir à l'état précédent, c'est-à-dire l'état jaune, du moins. Je suis à l'état jaune. Bon, je suis arrivé à temps, à la fin, parce que je suppose que ça n'existe pas dans mon document. Donc, j'ai rencontré la balise de fermeture correspondante de ma base. Donc, je dois quitter cet état pour revenir à l'état précédent. Bon, il se trouve que malheureusement, il n'y a pas d'état précédent, ou heureusement, il n'y a pas d'état précédent. En ce moment-là, je dis, mon document, il est bien formé. C'est l'algorithme qu'on a dit ici. À la rencontre d'une balise de début, entrer dans l'état de traitement de cette balise. À la rencontre de la balise de fermeture correspondante, sortir de cet état et revenir à l'état précédent. Mais maintenant, si je rencontre s'il n'y a pas d'état précédent, c'est-à-dire si j'arrive à... s'il n'y a pas d'état précédent, alors on vient de quitter l'état de traitement de l'élément racine. Et vous voyez, il n'y a qu'un seul état qui ne renvoie pas à un état précédent, c'est l'élément racine. Parce que tous les autres états renvoient à une fin. Parce qu'ils ont chacun normalement une balise de fermeture correspondante. Maintenant, le problème, c'est lorsque vous rencontrez une balise qui n'a pas de fermeture. Par exemple, par erreur, par exemple, si par erreur, cette balise-là, elle était construite comme ça, donc je suis rentré dans l'état de traitement de ma base, ensuite dans l'état d'étudiant, je rentre dans l'état, par exemple, de non. Ici, il n'y a rien qui me permet de quitter cet état non-là. Parce que je vais, par exemple, ici, voilà, si vous voulez, je continue, je rencontre l'état prénom, je quitte avec ça et je reviens à cet état. Mais cet état n'est jamais quitté, en fait. Ou bien, plus simple, si la balise était fermée comme ça, c'est comme si je tente d'éteindre l'état étudiant par l'état non. Or, ça, ce n'est pas possible. Donc, en ce moment-là, il me dira que votre document n'est pas bien formé. C'est la raison pour laquelle, ici, on a dit, si une balise de fin ne correspond pas à l'état actuel, à l'état en cours, alors le document n'est pas bien formé. Parce que, par exemple, si je ferme avec non, si par exemple, en état à l'intérieur de l'étudiant, je n'ai pas encore rencontré la balise de fermeture de l'étudiant, automatiquement, je rencontre une balise de fermeture de non. Ça veut dire que j'ai rencontré un état précédent qui ne correspond pas à l'état actuel en cours. En ce moment-là, le parseur va me dire que ton document XML n'est pas bien formé. Donc, voilà, de manière très ramassée, hein, très simple, comment est-ce qu'en tout cas les processeurs ou bien les parseurs ou n'est-ce pas, font pour pouvoir se prononcer sur le fait qu'un document XML soit bien formé. Donc, à chaque balise de début, il va y avoir une balise de fin. Et il ne faut jamais fermer une balise alors qu'elle n'a pas une balise de fermeture correspondante ou une balise de début correspondante. Donc, un exemple peut-être avant de vous donner encore la possibilité de poser des questions pour ceux qui n'ont pas compris peut-être un certain nombre de passages. Alors là, vous avez un ensemble d'exemples de documents XML. Je vous en avais 5. Le premier, il est là. Ça, c'est par rapport à un document XML bien formé. Par exemple, là, vous avez une balise, un document XML, nom, prénom, Ici, vous convenez avec moi que ce document n'est pas bon, n'est pas bien formé, pour la bonne et simple raison qu'il y a une mauvaise imbrication. Ici, l'imbrication, elle n'est pas bonne. Il fallait d'abord fermer la balise nom avant de commencer à rouvrir une balise prénom et sa balise de fermeture correspondante. Donc ici, ce document-là n'est pas correct parce qu'il y a une mauvaise imbrication. Le deuxième document n'est pas correct parce que XML est sensible à la casse. Personne écrit ici avec un P minuscule. Sa balise de fermeture ne peut pas être personne écrit avec un P majuscule. Donc, ce document n'est pas bien formé. N'est pas bien formé. 3. On avait dit qu'un nom de balise ne commence jamais par XML. Donc, XML mine, vous ne pouvez pas l'avoir comme nom de balise. Donc, une balise ne commence jamais par XML, ne commence pas aussi par un entier. N'oubliez pas ça. 4e exemple, ici, vous avez ici un document XML qui contient une seule ligne ou une seule balise, c'est la balise personne. Ici, par contre, c'est correct. Ça, c'est une balise vide, c'est ce qu'on appelle une balise vide. Ceux qui font du HTML savent ça. Par exemple, la balise BR, des fois que vous utilisez en HTML, c'est une balise vide. Donc, vous écrivez le nom de la balise, / le signe supérieur. Mais en général, on met des attributs à l'intérieur de la balise vide. Si bien sûr, on veut que cette balise-là contienne des informations. Elle peut être vide dans le sens où elle n'a pas
de sous-balises, mais en général, on met des attributs à l'intérieur. Attributs, c'est comme l'attribut identifiant que j'ai ajouté tantôt sur l'attribut étudiant. Et ce document-là n'est pas correct, le 5, parce que simplement, vous avez une balise ouverte qui n'a pas de balise de fermeture, correspondante. Donc voilà quelques exemples qui ramassent un petit peu le fait qu'un document XML soit bien formé ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez revenir au niveau des exemples là? Ça? Voilà, au niveau d'identifiant là, égal à 10 là. Oui? Ce qui entoure le 10 là, on pouvait utiliser un autre truc, non? Comme c'est nous qui définissons comment on sera structuré notre document XML. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser un autre symbole, par exemple, pour représenter quoi? Pour représenter ce qu'on doit mettre, en fait, pour remplacer les crochets là. Pour remplacer ça? Mm. Non, ça, il faut mettre vos doubles côtes là. Je sais, c'est bon, normalement, les doubles côtes, vous connaissez, pas l'apostrophe, mais les doubles côtes. C'est impérativement ça qu'il faut utiliser, mais il y a certains parseurs qui acceptent le code simple. C'est l'apostrophe. Soit vous utilisez, bon, de préférence, utilisez les doubles côtes parce que c'est passe-partout. En général, ça marche toujours. Donc, mais ici, au niveau de la valeur de l'attribut, il faut toujours la mettre parce que ici, la valeur de l'attribut, c'est 10. C'est ça la valeur. Oui, c'est 10. Voilà, maintenant, ce 10-là doit être encadré par des codes simples ou des doubles codes pour que le document soit bien formé. Vous ne pouvez pas faire comme ça, par exemple. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça, ce n'est pas possible. Ça, si vous le faites, le document n'est pas bien formé. On ne peut pas mettre d'autres signes. Non. Par exemple, mettre quelque chose qui ressemble à ça. Par exemple, ça, non plus. Voilà, exactement. Non. Il faut mettre les doubles codes ou les codes simples. Mais de préférence, mettez les doubles codes. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Alors, donc ça, c'était la partie la première partie de en tout cas la présentation. Maintenant, on va essayer un petit peu d'entrer sur la structuration d'un document XML. Alors, document XML, structuration logique et structure physique et structure logique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on dit, je vais juste, encore une fois, pour vous aider à mieux comprendre, hein, on a la chance, voilà, au moins d'avoir fait un certain nombre de cours sur le système d'information. Vous vous rappelez très bien, quand vous mettez en place votre base de données relationnelle, alors, vous avez ce qu'on appelle, et vous verrez ça normalement si ce n'est pas encore fait avec votre cours de DBA, on vous montre de base de données Oracle, on vous fait la différence un petit peu entre la structure logique et la structure physique d'une base de données Oracle, par exemple. Quand on dit la structure physique, bon, je commence par physique. Bon, par analogie, le modèle physique, si vous vous rappelez très bien, c'est uniquement la description, de manière concrète, on voit et on le sent, bon, pour ne pas dire on touche, on voit ce qui caractérise notre système d'information, notre base de données. On voit qu'il y a une table qui s'appelle X, qui a un certain nombre d'attributs, et parmi ces attributs, on en a un ou deux qui concaténés donnent la clé primaire, etc. Il y a des clés étrangères. Ça, on voit, c'est la structure physique. C'est-à-dire, physiquement, c'est quoi? Et même en base de données Oracle, on va dire la structure physique d'une base de données Oracle, par exemple, c'est un ensemble de fichiers sur disque. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont palpables, que vous pouvez voir. Pour ne pas dire que vous pouvez toucher, parce que voilà, c'est à l'intérieur de la machine. Donc, la structure physique, par opposition maintenant à la structure logique, elle est beaucoup plus, en tout cas, moi, de mon point de vue, elle est beaucoup plus importante pour nous, informaticiens. Parce que c'est cette structure logique-là qui nous permet de travailler. Quand vous êtes dans dans un système d'information, vous avez beaucoup plus intérêt à comprendre comment, logiquement, vos informations
sont structurées, parce que quand vous prenez une base de données relationnelle, ben, vous ne pouvez jamais, bon, en tout cas, sinon c'est compliqué physiquement de se baser de la structure physique pour mettre vos requêtes. En général, pour vos requêtes, vous vous basez sur la structure logique. La structure logique, bon, je pense que tantôt, je devrais dire, à la place de physique, je devrais dire logique pour le modèle physique là, parce que le modèle physique a été obtenu à partir du modèle logique. C'est-à-dire, c'est ce modèle logique-là qui après dicte la façon dont vos requêtes vont être posées sur votre base de données. Parce que c'est le modèle logique qui dit, pour chaque entité, comment est-ce qu'il est défini, quelles sont les clés qui sont à l'intérieur, etc. Et vous vous basez sur cette façon logique dont les informations sont stockées dans la base. En réalité, ça vous permet, vous, en tant qu'informaticien, de comprendre, en tout cas, de vous donner une impression de la façon dont les informations sont stockées, mais vous êtes convaincu que ce n'est pas comme ça que les informations sont stockées. Vous avez la certitude que quand vous avez une base de données avec, par exemple, n tables, vous mettez vos create tables, vous créez, vous êtes sûr que les informations là, vos tables là, ne sont pas stockées telles que vous avez défini votre modèle, c'est-à-dire tel que ces informations-là sont. Là, par exemple, ici, là, on voit. Mais on a la certitude qu'au niveau physique, c'est-à-dire au niveau de la machine, ce n'est pas comme ça que les choses sont. Mais par contre, cette structure logique-là, par exemple, cette structure logique, bon, j'ajoute juste, non, c'est ici où je dois l'ajouter. Cette structure logique-là me donne, moi, en tant qu'informaticien, en tout cas, me met un petit peu à l'aise et me permet de pouvoir poser correctement mes requêtes. Parce que là, ça m'aide à pouvoir comprendre comment les données sont stockées, mais tout en ayant la certitude que ce n'est pas en réalité comme ça, hein, de manière dure que c'est stocké. Mais quand même, quand je vois quelque chose qui ressemble à ça, je dis, quand j'ai besoin d'une information sur les étudiants, alors, je sais que pour avoir le nom d'un étudiant qui s'appelle X, alors, je dois faire un select quelque chose from la table, where, etc., etc. Ou bien, quand je dois lister les étudiants d'une classe donnée, je mets un select nom prénom from, par exemple, étudiant, where, identifiant classe égale, etc. Donc là, ça me permet, cette structure logique-là, cette affaire que j'ai ici, hein, me permet simplement de pouvoir être à l'aise quand je dois rechercher, par exemple, des informations. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas comme ça que ces informations sont stockées dans la base. Au niveau de la base, peut-être que c'est des fichiers qui sont stockés à gauche et à droite, qui contiennent, voilà, les noms, les prénoms, etc., etc. Mais, quand même, cette structure logique, même si ce n'est pas elle qui est reproduite textuellement au niveau de la base, sans elle, vous ne pouvez jamais travailler en tant qu'informaticien sur votre système d'information. Donc, voilà un petit peu de manière très brève ce que je voulais rappeler sur structure logique et physique. Donc, logiquement, nous, on en a besoin en tant qu'informaticien pour pouvoir fonctionner. Ben, même si physiquement, on en a besoin, mais en général, surtout quand on est développeur, on s'intéresse beaucoup plus à la façon dont les informations sont logiquement stockées, logiquement, ça devrait être ça. Bon, on a l'habitude même dans notre jargon, dans notre langage, de dire logiquement, ça doit être ça. Tout en, peut-être des fois, on a la certitude que ce n'est pas en réalité comme ça que ça marche. Ici, c'est à peu près la même chose. Mais par contre, le logiquement là, c'est une certitude. C'est-à-dire que si je veux travailler avec le système d'information, je suis obligé de me baser sur ce que le concepteur, l'ingénieur concepteur a fait sur son modèle logique pour pouvoir récupérer les informations que j'aurais besoin pour pouvoir travailler. C'est exactement la même chose pour nous aussi en XML. Parce qu'en XML, un document XML, il a une structure physique, il a une structure logique. Alors, la structure logique maintenant d'un document XML, c'est une arborescence. J'en avais parlé la dernière fois un petit peu. C'est une structure hiérarchique. J'avais dit, même en faisant le dessin la dernière fois, je me rappelle très bien, j'avais dit cette affaire, ça va nous suivre. Ça va nous suivre et c'est extrêmement important, surtout quand on va essayer de chercher des informations au niveau de notre base de données XML. Par exemple, ici, l'élément que vous voyez ici représenté comme ça, on peut l'appeler l'élément racine parce que c'est lui qui contient l'ensemble des autres éléments. Il a ici 4 sous-éléments, entre guillemets. Et ces sous-éléments-là, il a 2 sous-autres éléments.
Cet élément, il a 2 sous-éléments, dont l'un contient aussi 3 autres sous-éléments, etc., etc. Celui-là, 2. Celui-là, il n'en a pas. Donc, ça là, ça me donne une idée de comment mes informations, en tout cas, ça me donne une idée de comment est-ce que je devrais faire pour pouvoir obtenir cette information-là. Par exemple, si ça, c'était l'élément base, l'élément étudiant, peut-être que ça, c'est l'élément nom. Peut-être que ça, c'est l'élément adresse avec pour chaque adresse la rue, la ville, etc. Alors, donc, je sais à peu près qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsque je dois atteindre l'élément nom de ma base de données. Je donne juste un exemple comme ça. Donc, ça m'aide, moi, en tant que, en tout cas, informaticien, à pouvoir me déplacer très facilement dans, le système, dans la base de données et récupérer l'information que je veux. Mais je sais qu'en réalité, au niveau de la machine, dans son disque dur, mon document XML n'est pas représenté comme ça. On n'est pas allé au niveau du disque mettre un arbre ou voilà. Non, du tout. On a vu un exemple la dernière fois, c'est-à-dire que le document que je vous avais présenté la dernière fois, mais c'est exactement comme ça qu'un document XML est. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, c'est comme mon fichier Word qu'on utilise jusqu'ici. Si vous voulez, ce fichier-là, ici, ça, c'est une structure physique. C'est-à-dire que c'est la façon en réalité dont les informations sont directement mises au niveau de ma base de données. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous utilisez un document XML qui est extrêmement volumineux, cette affaire-là ne vous aidera pas. Parce que ça va être compliqué de pouvoir vous retrouver pour dire si j'ai besoin d'un identifiant d'une classe, je sais que l'identifiant est lié à tel élément qui est lié. Non, ça, pour l'avoir, il faut venir ici, il faut venir sur la structure logique. C'est plus simple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser lorsque nous allons parcourir un document XML. Donc, ici, on rappelle simplement que la structure logique d'un document XML est une arborescence d'informations, mais obtenue, ça ne tombe pas du ciel, obtenue par un processeur XML à partir d'un document physique constitué d'une simple suite linéaire de caractères Unicode. Cela veut dire, par exemple, mon document là, je le donne à un parseur. Ce parseur est capable de construire son arbre et après de se baser sur cet arbre-là pour pouvoir répondre quand j'aurai posé un certain nombre de requêtes pour récupérer des informations. Donc, les parseurs XML se basent, bon, vous allez voir même en réalité, que je vous montrerai qu'en réalité, c'est plus facile, et c'est comme ça qu'on fait en réalité, d'obtenir cette structure logique-là, à partir de la description, c'est-à-dire à partir de votre DTD ou de votre XML schéma. Parce qu'à partir de là-bas, on voit d'un coup d'œil quel est l'élément racine. Pour chaque élément racine, quels sont ses sous-éléments, éventuellement s'il a des attributs. Pour les sous-éléments, est-ce que c'est des éléments simples ou complexes, etc. Parce que j'avais aussi parlé d'éléments simples ou complexes, on y reviendra. Mais vous pouvez retenir pour le moment que quand je dis qu'un élément X est complexe, ça veut dire que c'est un élément qui contient d'autres sous-éléments ou bien un élément qui contient des attributs, ou bien les deux. Par exemple, ici, cet élément-là, c'est un élément complexe parce qu'il contient plusieurs autres éléments. Cet élément-là, par contre, tel que c'est représenté, c'est un élément simple. C'est une feuille. Celle-là, c'est une feuille, mais celle-là, c'est une complexe, etc., etc. Donc, du point de vue logique, donc, on dit ici, un document XML est composé d'éléments constituant la grammaire d'organisation, d'éléments, donc les éléments, c'est les balises, hein, j'en ai parlé, et le texte, c'est-à-dire les données. Donc, vous avez dans un document XML, vous n'avez pas autre chose. Vous avez les noms d'éléments, c'est ma base, c'est étudiant, c'est prénom, c'est classe, etc. Et des informations. Les informations, c'est Diop, c'est 10, c'est Fatou, etc. C'est ce qu'on a dit ici. Du point de vue logique, un document XML est composé d'éléments constituant sa grammaire et des textes qui constituent les données. Parce que la grammaire, c'est comme je vous ai dit, sans règle, bon, bienvenue les dégâts, parce qu'on a dit dès le départ qu'un document XML, dans un document XML, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez créer vos propres balises. Mais maintenant, ceci doit être encadré pour éviter d'avoir des documents qui sont inexploitables. Parce que si vous librez, c'est par exemple ceux qui ont conçu la technologie, je donne juste un exemple comme ça,
bon, les fichiers web.xml pour les développeurs en J2E. Si on avait dit, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur pour décrire votre... Non, ça allait aller dans tous les sens. Mais les choses ont été encadrées et on vous impose d'utiliser les balises qui sont déjà prédéfinies pour cette technologie-là, pour pouvoir décrire, n'est-ce pas, votre travail au niveau de ce fichier web.xml. C'est aussi valable pour ceux qui ont travaillé sur Android, etc. Éventuellement, maintenant, un document XML peut avoir, on va y revenir, des déclarations de contenu ou de préambule, on reviendra pour voir, et peut avoir aussi des commentaires ou des instructions de traitement. Ça, on y reviendra, surtout les instructions de traitement, la plupart du temps vers la fin. Parce qu'on peut avoir des instructions de traitement qui vont dire la façon dont les informations de mon document vont être présentées. Parce que je peux introduire à l'intérieur de mon document des choses qui feraient que lorsque vous cliquez sur le navigateur, plutôt que de voir le document tel qu'il était enregistré, mais d'avoir le document sous format, par exemple, d'un tableau HTML avec des informations bien présentées. Mais ça, ce sont des instructions de traitement qu'on verra un petit peu comment on verra vers la fin comment les mettre à l'intérieur du document pour que, par exemple, le document, quand je l'affiche, plutôt que de voir des balises avec non, mais je sors, je dis, par exemple, un tableau comme vous avez l'habitude de voir, un formulaire, etc., où vous voyez correctement les informations que vous avez voulu présenter à l'utilisateur final, n'est-ce pas, présenter sous un format qui est très correct. Donc, de manière très ramassée, voilà ce qui compose la structure d'un document XML. Donc, vous avez des éléments, vous avez des données, vous avez éventuellement un préambule, la possibilité de mettre des commentaires et des instructions de traitement. Alors, donc, un document XML, bon, ça c'est une répétition, voilà, elle est pédagogique, peut exister physiquement. Bon, sinon, cette fois-ci, non, pas encore, on ne l'avait pas dit. Un document XML peut exister physiquement d'un seul bloc, mais dépend le plus souvent de l'assemblage de plusieurs unités physiques existant séparément qu'on appelle des entités. Ça, c'est un peu plus encore spécifique. C'est-à-dire, en général, ce qui compose réellement ma base de données XML, quand je dis ma base de données XML, c'est-à-dire ce fichier-là, vous voyez ici, vous avez un certain nombre d'informations. Mais des fois, on va voir, surtout avec la notion d'entité, que nous avons la possibilité d'avoir un document XML qui n'est composé que de 2-3 lignes. On va voir comment les faire à l'intérieur. Mais, par exemple, c'est-à-dire d'avoir à l'intérieur de ce document des références qui pointent d'autres documents XML qui en réalité gèrent mon contenu. C'est-à-dire, je peux avoir un fichier XML qui est stocké sur mon serveur qui est à Bombay, d'autres informations qui sont stockées dans le serveur de l'UCAD, d'autres informations, etc. Et maintenant, mettre des liens, des références à l'intérieur de ce document. Et ces liens-là, chacun pointe la donnée ou la base de données qui est à Bombay, qui est à l'UCAD, qui est à Easy, etc., etc. Donc, et en général, c'est ce qu'on a dit ici. Des fois, c'est le cas. C'est-à-dire que le contenu de la base, en général, on ne les met pas des fois toutes dans la base. On ne met pas tout dans la base. Mais on peut dire que le contenu, c'est l'assemblage de plusieurs informations qui sont contenues dans des endroits différents. C'est ce qu'on veut dire ici. On va revenir sur ça, sur la notion d'entité. Donc, les entités peuvent être schématisées comme des fichiers, voilà, heureusement, on l'a dit ici, provenant de différents moyens de stockage situés à différents emplacements. Donc, chaque entité peut elle-même appeler d'autres entités. C'est extrêmement important. Voici, par exemple, un exemple. Ici, par exemple, je considère que ma base de données XML ou mon fichier XML, il est là. Mais je peux me retrouver dans une situation où, bon, ça, pour le moment, on n'a pas vu, on verra. Ça, ce lien-là, entre les deux là, ça veut simplement dire que le comportement de tous les éléments qui sont ici sont normalement dictés par ce qui a été dit ici. Donc, c'est ici où on va définir la grammaire, et là, c'est l'instance. Parce qu'on vous a dit dans votre cours de base de données, la différence entre un schéma et une instance. Dans votre cours de base de données, on vous a dit, le schéma décrit les informations qui sont contenues dans la base. Le schéma, je répète, décrit toutes les informations qui sont contenues dans la base. Et en général, le schéma, on vous dit, c'est votre modèle logique de données ou votre modèle physique de données. Et maintenant, l'instance qui est ici, c'est-à-dire les données de la base, l'instance, c'est le contenu de la base de données à un instant donné. Par exemple, l'instance de ma base de données étudiant dans mon université, c'est toutes les informations étudiants
qui sont à l'intérieur de la base de données étudiant. Ça, c'est l'instance, c'est-à-dire elle est évolutive, elle peut changer d'une minute ou d'une seconde à l'autre. Voilà, donc l'instance est de manière continuellement modifiée. On y ajoute, on y insère donc, on y modifie, on supprime, etc., etc., etc. Maintenant, par contre, le schéma, il est stable en général, il est stable et général n'évolue pratiquement pas parce qu'il décrit les informations qui sont contenues au niveau de ma base de données XML. Maintenant, ici, ce qu'on a rajouté, c'est que cette instance-là, c'est-à-dire ce contenu-là, peut exister d'un seul bloc à l'intérieur de cette base, mais aussi peut exister en différents endroits. C'est-à-dire que je peux avoir des fragments qui sont quelque part stockés quelque part ailleurs, et d'autres fragments qui sont stockés quelque part ailleurs aussi, et aussi ainsi de suite, et même une partie stockée à l'intérieur de mon document. Donc, c'est ça qu'on appelle la notion d'entité. Donc, les entités qui sont à l'intérieur de mon fichier, on les appellera des entités internes parce qu'il y en a, parce que la notion d'entité ne se limitera pas simplement, on le verra, à une substitution d'un contenu d'une base de données XML, mais des fois, la notion d'entité peut renvoyer à une substitution de caractères qui n'existerait pas sur la station de travail que j'utilise pour travailler. Parce qu'on va voir qu'il y a des entités qui sont dites des entités prédéfinies, c'est-à-dire c'est des entités qui existent déjà et que je pourrais utiliser pour pouvoir substituer, par exemple, des caractères, n'est-ce pas, qui n'existeraient pas au niveau de ma station de travail. Alors, donc, maintenant, la structure physique, par contre, maintenant, d'une base de données XML, la structure physique d'un document, c'est comme je vous ai montré tantôt mon fichier Word là. Donc, c'est comme par exemple ça. Ça, c'est la structure physique. On voit nettement comment les informations sont, on voit comment le contenu, etc. Donc, mais en général, on ne s'appuie pas sur ça pour travailler. Donc, spécifier l'encodage, spécifier, etc. pour contenir des caractères. Maintenant, la structure logique, c'est comme je vous ai dit, c'est sous forme d'arbre qui est représenté comme ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Allô, monsieur? Baldé, oui. Oui, quand vous dites base de données XML, ce sont les données d'une base de données qui ont été exportées sous format XML ou soit il y a une base de données qu'on appelle XML. Alors, ça peut être les deux, Baldé. Ça peut être les deux. En général, bon, en général, on part toujours, c'est possible, hein, c'est-à-dire on peut nous-mêmes concevoir notre propre base de données XML. Je l'ai dit la dernière fois. Mais par exemple, moi, mais des fois, il peut arriver des fois que vous soyez dans un projet où on a un système d'information sous format de base de données relationnelle et on vous demande, parce que la spécificité de l'application la demande, quand même de transformer une partie de cette base de données relationnelle en une base de données XML. Donc, la base de données XML peut être obtenue à travers une base de données relationnelle existante. C'est-à-dire que, et en ce moment-là, c'est vous, en tant que développeur, qui attaquez la base de données relationnelle et qui regardez un petit peu sa structure. Et de cette structure-là, vous générez une structure qui correspondrait à la structure de cette base de données relationnelle. Et ensuite, vous récupérez les informations tel que c'est mis au niveau de la base de données relationnelle pour les stocker au niveau de votre base de données XML. Mais aussi, vous pouvez, comme j'étais en train de faire tantôt, à la fin d'une analyse, parce que vous avez décidé que votre base de données sera semi-structurée, donc stockée sous format de données, sous format XML, automatiquement, vous ne partez pas, vous n'obtenez pas la base en partant d'un système d'information déjà existant, mais vous-même, vous le concevez. Mais ce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, c'est que XML, ce n'est pas forcément et exclusivement, la technologie n'est pas exclusivement utilisée pour jouer le rôle de base de données. Je l'ai dit et répété la dernière fois. Parce que quand vous utilisez des technologies qui sont développées et basées sur du XML, là-bas, vous ne parlez pas de base de données. Vous parlez simplement de la technologie. La technologie Android, la technologie J2E, quand vous faites un certain nombre de paramétrages avancés avec les bases de données, par exemple Oracle, etc.,
En ce moment-là, vous utilisez des technologies qui sont déjà développées. Ça veut dire que ces gens qui l'ont fait, vous pouviez être à leur place. C'est-à-dire vous mettez en place, parce que XML vous le permet, votre propre grammaire, votre propre vocabulaire avec votre propre grammaire, et vous dites, celui qui voudrait que, n'est-ce pas, son formulaire soit présenté de cette façon-là, ce que les gens d'Android ont fait, alors vous pouvez, au lieu de faire du HTML, utiliser les balises X, Y et Z. Ensuite, vous l'agencez de cette façon-là. Automatiquement, vous obtenez un layout qui donnera un format, en tout cas une présentation qui serait de cette nature. Là-bas, vous n'utilisez pas du tout XML comme une base de données, mais vous utilisez une technologie déjà développée sur du XML pour pouvoir faire votre travail. C'est-à-dire qu'il y a eu un intermédiaire entre vous, en réalité, et ce que j'appellerais, moi, le XML. Donc, il faut véritablement faire la différence. Je ne sais pas si ça a répondu un petit peu à ta question, Mamadou Abdul Balde. Ok, merci, monsieur. Ok. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Hein. Moi, pour le moment, j'insiste beaucoup sur la structure. Je suis obligé de dire base de données XML parce que c'est surtout lorsque vous serez amené à développer votre propre technologie, parce que c'est possible. Vous pouvez être amené à développer votre propre technologie qui serait basée sur du XML. Mais bon, après, ce cours-là aussi vous donne un ensemble d'éléments qui vous permettent, n'est-ce pas, devant n'importe quelle autre technologie, de comprendre un petit peu. Amadou Mbaye, oui. Amadou, ou bien il ne l'a pas fait exprès. Voilà, donc faites la différence entre l'utilisateur simple que vous seriez et lorsque vous serez, par exemple, le concepteur d'une technologie bien donnée. Ça, il faut vraiment faire la différence. Maintenant, après, toujours est-il que, comme je vous ai dit, vous pouvez véritablement utiliser XML comme une base de données. Mais à ce moment-là, sachez que votre base de données est semi-structurée, hein, pour ne pas dire est totalement structurée, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on est capable de faire, surtout en termes de gestion des contraintes d'intégrité référentielle, avec les bases de données relationnelles qu'on ne peut pas faire, par exemple, des fois avec du XML. Est-ce que c'est bon? Bon, si c'est correct, voilà. Alors, un document XML, donc, c'est comme je vous ai dit tantôt. Je l'ai dit ici. C'est là. Non, c'est ici. Voilà. C'est des éléments qui constituent sa grammaire. C'est du texte. Éventuellement, un préambule, des commentaires et des instructions de traitement. C'est ce qu'on a résumé ici. Alors, le préambule, c'est là, c'est le prologue. Préambule au prologue. On verra un petit peu à quoi ça ressemble. Là-bas, vous avez la déclaration XML. Vous pouvez avoir à l'intérieur des instructions de traitement. La déclaration du type de document, en général, ça, c'est les DTD. On y reviendra dans le chapitre suivant. Après, votre instance de document XML, c'est-à-dire le contenu de votre base de données XML, commence à partir de l'élément racine et sera fermé avec l'élément racine, la balise de fermeture correspondant à cet élément racine. Éventuellement, vous pouvez ajouter aussi des instructions de traitement, comme vous les avez mis au niveau du prologue. Donc, voilà un petit peu une structure d'un document XML. Alors, on va aller voir un à un. Alors, le prologue ou préambule, votre prologue ou préambule, donc une déclaration XML. Une déclaration XML donc, commence par cette ligne-là. Tout document XML devrait commencer par ça. Bon, j'ai dit devrait. Vous avez bien compris, c'est le conditionnel. Mais il est fortement recommandé que tous vos documents XML commencent d'abord et comme première ligne, une ligne qui ressemble à ça. Donc, point inférieur, point d'interrogation, XML, version égale pour préciser la version. On reviendra. Encoding égal pour définir le type d'encodage qui sera accepté dans votre document. Donc, ce préambule-là ou prologue, s'il est présent, il précède le texte de balisage et les données textuelles du document. Il contient les déclarations qui peuvent être les suivantes. Il y a la déclaration XML, c'est celle-là. Elle n'est pas obligatoire, c'est la ligne-là. La spécification XML précise cependant qu'elle devrait être placée au début du document XML. Si elle est présente, elle doit apparaître toujours en premier. Mais je vous conseille très vivement, lorsque vous manipulez un document XML, d'avoir ce préambule. Et on verra pourquoi il faut l'avoir. Maintenant, ce qu'on appelle la déclaration de type de document, on y reviendra. C'est ça.
On l'annonce avec, voilà, inférieur point d'exclamation doctype. Bulletin météo, ici par exemple, bon, sous-entendez, bulletin météo, en réalité, c'est le nom de l'élément racine de votre futur document. Si votre futur document s'appelle, a pour élément racine bulletin météo, alors vous mettez ici bulletin météo. Même par exemple, dans le document que j'étais en train d'utiliser tantôt, là-bas, bulletin météo serait remplacé par ma base, parce que c'est le nom de l'élément racine pour moi. Donc, on met doctype, le nom de l'élément racine, le mot-clé système, et ensuite, on met le nom du fichier .dtd. J'anticipe douloureusement. Bon, le fichier DTD, c'est, si vous voulez, c'est ça. C'est cette affaire en bleu. C'est-à-dire, dans l'instance, on doit préciser quel est le fichier ou quel est le document qui se charge de valider les informations qui seront contenues au niveau de cette instance. Donc, c'est ça qu'on appelle le fichier DTD ou le fichier XML schéma. Mais on y reviendra. Bon, je suis obligé de le dire comme ça. Mais c'est effectivement, ce fichier-là, il doit être référencé à l'intérieur de ce document. Et la seule façon de référencer ce fichier DTD-là à l'intérieur de l'instance, c'est ça. De mettre ça. Vous mettez doctype, le nom de votre élément racine, système, et ensuite vous mettez le nom du fichier .dtd. Maintenant, des fois, il peut arriver que la description ne soit pas externe, mais plutôt interne. En ce moment-là, vous ne mettez pas ça, mais vous allez mettre juste entre les crochets ouvrantes et fermantes là, tout ce qui devrait être contenu à l'intérieur de ce fichier DTD, vous le mettez à l'intérieur de ces deux crochets-là. En ce moment-là, on dira que la DTD est interne, parce qu'il y a ce qu'on appelle des DTD qui sont internes et des DTD externes. Maintenant, on verra l'avantage d'utiliser une DTD externe ou interne par rapport à l'autre. Alors, la déclaration donc de type de document, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, moi je dirais entre guillemets, que pour la validation, parce que, voilà, que pour la validation. Pour moi, tout document doit être validé. Sinon, voilà, bienvenue les dagas. C'est pour cela que je dis, je mets entre parenthèses le « elle n'est pas obligatoire ». Mais si le document doit être valide, ou en tout cas validé, il faut impérativement le lier avec un fichier DTD ou un fichier XML schéma, à l'intérieur de laquelle l'ensemble des règles seront définies. Si elle est présente, donc cette déclaration, elle doit se trouver dans le préambule, comme on a dit, donc en haut, après la première ligne, point inférieur, point d'interrogation, XML version égale, quelque chose, 1.0, encoding égale, ISO 42859-1, etc. Si vous terminez ça, automatiquement, vous devez ajouter une ligne qui ressemble à ça. Donc, elle doit se trouver dans le préambule et suivre la déclaration XML. La déclaration de type de document donc, permet de référencer et ou de définir localement deux sortes d'entités. Une entité qu'on appelle définition de type de document, c'est-à-dire une DTD, et une DTD contenant la déclaration de balisage, ou bien des entités autres que les DTD. On verra un petit peu la notion d'entité. Je l'ai annoncé tantôt, c'est-à-dire des entités, c'est-à-dire c'est des choses qui permettent de substituer soit des fragments de documents ou des documents de manière globale, ou bien par exemple des caractères ou des chaînes de caractères, etc., etc. Alors, la déclaration XML débute donc, comme j'ai dit tantôt, par inférieur, point d'interrogation XML, et se termine par point d'interrogation supérieur, comme on a mis ici. Elle fournit trois informations sous la forme de pseudo-attributs. Alors, version d'abord, parce qu'on peut considérer que le nom de l'élément, c'est point d'interrogation XML. On peut considérer que le nom de l'élément, c'est point d'interrogation XML. Ensuite, il a un premier attribut qui s'appelle version. Et cet attribut version, elle aura pour valeur la version que vous voulez utiliser. En général, c'est la version 1.0. Vous verrez dans la littérature d'autres versions, mais la plupart du temps, on utilise la version 1.0. Donc, je répète, on peut considérer que le nom de l'élément, c'est point d'interrogation XML. Ensuite, il a un premier attribut qui définit la version que vous comptez utiliser. Donc, la valeur que vous allez donner à version dicte, n'est-ce pas, la version que vous comptez utiliser. Il a un autre attribut qui s'appelle encoding. Donc, vous pouvez mettre XML version égale, vous mettez la version. Avant de fermer avec point d'interrogation supérieur, vous mettez encoding égale, soit vous mettez ISO 42859-1, ou bien vous mettez UTF-16 ou UTF-8, etc. On verra un petit peu la différence. Donc, encoding, c'est un attribut qui indique le type de codage
que doivent utiliser les processeurs XML afin de traduire les octets en caractères Unicode à la réception d'un document ou de transformer des caractères Unicode en données binaires pour le transport. Donc, pour dire simple, le type d'encodage définit les caractères qui sont acceptables dans votre document. Si vous dites encoding égale ISO 8859-1, vous êtes en train de dire que mon document accepte tout caractère, par exemple, en utilisant les langages latins, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire les langues avec des accents. C'est le français, c'est le portugais, c'est l'espagnol, etc. En ce moment-là, si vous mettez ces caractères-là, en tout cas, les mots de ces langues-là, votre document serait toujours bien formé. C'est-à-dire votre document serait valide. Mais par contre, quand vous mettez encoding égale UTF-8 ou UTF-16, en ce moment-là, vous n'avez pas la latitude ou la possibilité d'utiliser les caractères, par exemple, avec accent ou etc. C'est-à-dire que vous êtes limité. Donc, le type d'encodage définit les caractères qui sont acceptables ou pas à l'intérieur de votre document. Maintenant, après, vous pouvez aussi avoir un attribut, toujours parmi les attributs de XML. Donc, après avoir parlé de l'attribut version, de l'attribut encoding, vous pouvez avoir aussi un attribut qui s'appelle standalone. Donc, c'est un attribut qui indique la nature autonome ou non d'un document. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire que je vous ai dit tantôt que l'ADTD, pour vous donner un exemple, qui décrit le document peut être interne ou externe. Alors, lorsque l'ADTD est interne à votre document, cela veut dire que tout ce qui décrit votre document, tout ce qui décrit le fonctionnement correct de votre document, tout ce qui décrit le comportement des éléments de votre document, tout ce qui décrit les relations qui devraient exister entre vos éléments sont à l'intérieur de votre document. Donc, tout, c'est-à-dire que la grammaire et le vocabulaire sont mélangés avec l'instance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous avais dit ici, vous avez la grammaire, le vocabulaire et la grammaire que vous avez décrit, donc les règles. Et là, vous avez l'instance, le contenu de la base. Maintenant, si vous dites la grammaire là, je vais trouver un moyen de l'injecter à l'intérieur de l'instance, c'est-à-dire que ce qui décrit le comportement de ce qui sera ici à l'intérieur du même fichier. En ce moment-là, la DTD est interne. Auquel cas, l'attribut standalone devrait prendre la valeur yes. C'est-à-dire que si ce qui décrit le document, si ce qui décrit le comportement de votre document est à l'intérieur de votre document est autonome. Il n'a pas besoin d'un autre document qui se trouve quelque part ailleurs, même si c'est sur votre machine, pour qu'on se prononce sur sa validité ou pas. Parce que tout ce qui décrit le comportement correct ou pas de votre document est à l'intérieur de votre document, parce que vous avez pris l'option de faire une DTD interne. En ce moment-là, l'attribut standalone devrait prendre la valeur yes. Mais par contre, si ce qui décrit votre document, c'est-à-dire ce qui est externe à votre document, c'est comme la représentation que j'ai faite ici, là, on peut considérer peut-être que la DTD là, elle n'est pas à l'intérieur de ce document. En ce moment-là, votre fichier là n'est plus autonome parce que sa validité dépend d'un document qui est externe. En ce moment, on dira que l'attribut standalone prendra la valeur no. No veut dire que le document ne s'auto-suffit pas, n'est pas autonome. Il doit dépendre d'un autre pour être valide. Mais maintenant, standalone égale à yes veut dire que le document, ce qui le décrit, est encensé et donc il n'a pas besoin d'un autre pour qu'on lui dicte si oui ou non il est valide ou pas. Et en ce moment-là, vous mettrez standalone égale à yes. Donc, un document est déclaré non autonome lorsque l'entité document qui le représente est dépendante de la déclaration de balisage externe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, maintenant, pour l'encodage, j'en ai parlé tantôt, le type d'encodage. Donc, encoding égal, vous pouvez mettre ISO 8859 lorsque vous utilisez, par exemple, les langues d'Europe de l'Ouest et de l'Amérique latine. L'Europe de l'Ouest, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est tout ce qui est Espagne, donc l'espagnol, le portugais, le français, etc., l'italien. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez utiliser d'autres, voilà, en fonction de la région où vous êtes, voilà, bon, moi, ISO 8859.2,
etc. Bon, pour l'Europe centrale, éventuellement, etc. Bon, voilà. Et maintenant, ici, en général, les UTF-8 et 16, c'est vraiment lorsque vous utilisez surtout qui, bon, pour les gens qui travaillent sur des documents en anglais, où vous ne voulez pas, par exemple, accepter des trucs avec des accents et autres. En général, on utilise le UTF-8 ou le UTF-16. Mais pour nous, la plupart du temps, on utilise le ISO 8859-1 parce qu'on est, voilà, on utilise le français. Vous pouvez avoir à l'intérieur de votre document. Oui, allez-y. C'était qui voulait parler? Monsieur? Adama, oui, Adama Gassama. Ou bien c'est Liban. Allô, monsieur? Liban. Oui, allez-y. Après, Adama va prendre. Adama d'Anfa ou Gassama, je crois. Liban, allez-y. Adama, allez-y. On dirait que Liban. Adama, allez-y. Allô, monsieur? Oui, Adama. Adama? Est-ce que vous m'entendez, les autres? Si vous m'entendez, dites oui sur le chat. Comme ça, peut-être, je comprendrai que c'est eux qui ont des problèmes. OK. Adama, on ne te saisit pas, donc les autres m'entendent. Ou bien, c'est qui voulait prendre la parole là? Bon, je pense qu'ils ont des difficultés. Éventuellement aussi, si vous pouvez poser la question sur le chat. Bon, ça est difficile pour moi de... Je vais voir très rarement, je regarde très rarement le chat parce que je suis concentré sur mes slides. Mais bon, si vous revenez, vous faites signe, il n'y a pas de souci. Alors, donc, les commentaires, donc, vous pouvez en avoir, hein, c'est comme tout langage de balisage. Et donc, pour insérer un commentaire à l'intérieur de votre document, vous mettez inférieur, point d'exclamation, tiré, tiré. Ensuite, vous mettez vos commentaires. Ensuite, vous fermez par ça. Voilà, ça c'est commun à pratiquement tous les langages de balisage. Alors, instructions de traitement, ça, on y reviendra surtout vers la fin. Donc, ce sont des instructions spéciales pour des applications qui manipulent le document XML. Par exemple, ici, voici un exemple d'instruction de traitement. Là, si vous insérez ça, après la déclaration du type de document, vous êtes en train de dire à votre parseur, attention, pour afficher mon document XML là, il ne faut plus l'afficher tel que je vous l'ai donné, mais il faut les afficher en utilisant les règles qui sont définies à l'intérieur de ma feuille de style qui s'appelle ici, que j'ai nommé ici, style.css. Cela veut dire autrement que j'ai défini à l'intérieur d'un fichier qui s'appelle style.css quel serait le comportement de chaque balise à la présentation, c'est-à-dire lorsque un navigateur sollicite ma base de données. Parce que je peux définir à l'intérieur de cette feuille de style, je peux dire que si vous rencontrez la balise base, alors créez une table, ou bien un formulaire, ou bien un tableau, si vous voulez. Et maintenant, si vous créez le tableau, ensuite vous rencontrez la balise étudiant, créez une balise TD, ou en tout cas une balise TH pour définir l'entête, en mettant l'entête du tableau, etc. De telle sorte que le rendu que la personne va avoir quand il va récupérer mon document, ce sera un rendu qui est totalement différent du rendu que l'on a l'habitude de voir, qui se présente donc sous forme de document XML. Mais bon, ça, on verra un petit peu avec du XSL, c'est le dernier chapitre. Comment est-ce qu'on peut faire en tout cas des instructions pour, par exemple, afficher sous un autre format les informations qui sont contenues au niveau de ma base de données. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut-être a posé la question finalement. Est-ce qu'on fera le TP ou TD pour nous permettre de bien saisir les cours? Effectivement, il y aura forcément des TD, voilà, mais des TD en ligne, il n'y a aucun problème. Des TP, voilà, je vous donnerai peut-être même dans après le cours de demain ou bien avant le cours, je vais regarder. Je vous donnerai un certain nombre de logiciels que vous pourrez utiliser pour parser vos documents XML. Et on fera des choses ensemble, donc en pratique, Inch'Allah. Les TD aussi, vous aurez des fiches de TD que vous préparerez. Ne vous inquiétez pas pour ça, Adam, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez présenter, voilà, votre document
comme vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait dit que vous pouvez avoir des instructions de traitement à l'intérieur de votre document XML. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Cette instruction indique au navigateur d'afficher les données XML en appliquant la feuille de style style.chs. Et quand on dit en appliquant la feuille de style, c'est-à-dire il va appliquer les règles que vous aurez définies vous-même à l'intérieur de cette feuille de style. Ceux qui font de la programmation web sont très à l'aise avec ça parce que, en général, avec du HTML, quand vous faites vos pages avec du HTML, pour faire simple, en tout cas pour avoir de l'harmonie sur votre page web, toutes les règles, vous les définissez à l'intérieur de votre feuille de style. De telle sorte que, à l'intérieur de votre page HTML, vous n'allez pas toujours dire que oui, la balise body là, son background c'est ceci, ou bien la balise table, son truc. Non, vous mettez tout dans la feuille de style. Et à chaque fois que vous appliquez cette feuille de style-là à une page .html, le comportement de vos balises .html seront dictés par ce que vous aurez défini au niveau de votre feuille de style. Ici, c'est exactement la même chose. De la même façon, vous pouvez le faire avec du HTML, vous pouvez le faire avec du XML. Mais on verra avec du XML, il y a une technologie spécifique pour ça. C'est la technologie XSLT qui vous permet de pouvoir, en tout cas, transformer lors de l'affichage, le comportement des différentes balises que vous aurez établies. Alors, avant d'entamer peut-être les entités, je pense que j'ai encore 2 minutes, parce qu'on devait terminer à 45. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne avant qu'on ne se quitte dans les 2 minutes? Ou bien est-ce qu'il y a des remarques que vous voulez